Bien, bonjour à tous. Donc, la Aziri Plus, qu'est-ce que c'est? Ça concerne les renforcements par inclusion rigide. Donc, ça a été largement développé depuis les années 90 sous des remblais, sous des fondations étendues, des dallages. L'objet, on voit que ça s'applique désormais à des éoliennes. L'objet, donc, cette technique, quand elle s'est développée, je suis parti un peu loin. Il y avait un souci quand même d'homogénéiser les approches. Hein. C'est les entreprises qui avaient d'abord été à l'origine du développement. Donc l'accent, il y avait beaucoup de travail à faire sur le dimensionnement. Donc l'accent du premier projet Aziri, ça a été de se concentrer sur les charges verticales, uniformes et puis statiques. Donc dans ce cadre-là, on a pu faire des plots expérimentaux concernant des remblais et aussi des dallages. Les recommandations qui ont été faites, alors le projet il a duré 5 ans, ils ont été publiés en 2011. En 2016, on a décidé de faire une évaluation des manques, de l'application de ces recommandations. Donc à travers une enquête qui a été faite par l'IREX auprès de tous les utilisateurs potentiels. Et deuxièmement, une journée spéciale au CFMS. En particulier, il y a eu une table ronde où on a pu passer en revue les points, enfin chacun a pu dire les points qui méritaient des approfondissements. Alors en fait, ils peuvent se regrouper en 2 thèmes. Le premier, ça concerne la composition du matelas de répartition, et le deuxième concerne la nature des ouvrages auxquels on peut les appliquer, ainsi que les types de chargement que l'on sait traiter. Alors si on rentre dans le détail, concernant le matelas de répartition, l'utilisation de nappes de renforcement dans le matelas. Deuxième point, l'utilisation de matériaux qui peuvent être traités au liant hydraulique, par exemple. Et puis l'épaisseur, quelle est l'épaisseur optimale, l'épaisseur minimale, voire est-ce qu'on peut directement supprimer dans certains cas. Les sollicitations complexes, c'est parler de charges inclinées, de charges qui ne sont pas uniformes sur la fondation, de charges variables dans le temps, mais aussi de charges mobiles. Et puis les sollicitations sismiques qui sont, qui sont aussi complexes. Alors sur les matelas de répartition, l'utilisation, l'apport de nappes de renforcement peut être illustré sur ce projet. Donc le projet SEA, traversée du marais de la Virvée. Donc on a de la tourbe. La solution de base, c'est des inclusions battues avec des dallettes. Dans le cadre des études d'exécution, il a été décidé de faire des plots expérimentaux pour examiner la possibilité de remplacer cette solution avec une solution variante où on utilisait 2 nappes de géogrille monoaxiales croisées et puis dans lesquelles on supprimait les dallettes. Donc en fait, ces plots ont pu être faits, instrumentés, ils ont été interprétés, ils ont montré qu'effectivement la solution fonctionnait. On a pu porter la maille à 1,80 m. Donc au total, ça a permis de réduire d'environ 30% le linéaire prévu des inclusions. Alors le deuxième aspect, l'utilisation, remplacer le matelas granulaire, idéalement un ballast c'est idéal, mais ça coûte relativement cher. Dans certaines régions, il n'y a plus de ressources. Donc l'idée, c'est d'utiliser des matériaux fins disponibles localement et de les traiter avec des liants. Alors c'est clairement, ça préserve l'environnement, hein, puisqu'on épargne ses ressources. Dans la pratique, ce que l'on constate, c'est que lorsque c'est utilisé, les entreprises ont rarement une caractérisation très complète du matériau obtenu. Et puis, il y a un deuxième sujet d'interrogation, c'est le caractère un peu fragile avec certains traitements. Donc, quelle est la pérennité des reports de charge sous l'effet de sollicitations répétées? Troisième point, c'est la hauteur du matelas. Alors, c'est une expérimentation qui a été faite à l'Université de Virginie. Je reviendrai plus tard. Mais en fait, on simule un tassement sous un matelas et on observe le tassement qu'on a simulé dessous et le tassement provoqué en surface. Et sur ce matelas, on a appliqué aussi une circulation. Alors, ce que l'on voit apparaître, c'est évidemment le tassement que l'on a provoqué. Je cherche la flèche. Voilà, le tassement que l'on provoque en bas, il se répercute en surface. Et l'expérimentation peut être faite en renouvelant pour différentes hauteurs. On voit que lorsqu'on augmente la hauteur du matelas, le pourcentage du tassement en surface diminue. Et il y a une certaine hauteur pour laquelle il devient nul. Donc on n'a plus d'influence en surface. Ce que l'on constate, c'est que, c'est ça l'intérêt de ce graphique, c'est que si cette situation-là, maintenant je fais circuler un chargeur sur ce matelas, je constate que la situation se dégrade et donc
ma hauteur critique, elle est plus importante. Donc je dois en tenir compte si j'envisage de mettre des ouvrages pour des remblais de faible épaisseur, en particulier sous des chaussées. Alors les chargements complexes, les chargements non uniformes inclinés, vous avez ce qui se passe en bord de remblai, ce qui peut se passer sur une semelle, ce qui peut se passer sous un hangar de stockage quand la charge n'est pas distribuée sur l'ensemble, mais ça peut aussi concerner les sollicitations sismiques lorsqu'on les traite en pseudostatique. Alors sur ce sujet, il y a des choses qui peuvent ne pas être évidentes. Et je reprends un résultat qui a été obtenu dans Aziri, où on avait étudié le comportement d'une semelle sur inclusion sous un chargement quelconque, et on avait cherché à rapprocher une approche analytique d'un calcul aux différences finies, un calcul FLAC 3D. Alors, dans le cas d'un chargement quelconque sur la semelle, le modèle analytique, il y a une donnée de base qu'il faut lui fournir, c'est quel est l'effort qui est transmis par frottement à la base du matelas dans cette situation. Alors, ce que l'on voit, c'est que cet effort, il peut être nul, il peut avoir une valeur maximale qui correspond à l'effort vertical maximal appliqué par frottement. Ça me donne une valeur maximale que je vais pouvoir transférer horizontalement. Et puis, vous avez le résultat du calcul FLAC. Ce que l'on voit, c'est que clairement, il y a un meilleur accord, c'est entre le calcul analytique qui suppose qu'il n'y a aucun effort transmis à la base du matelas horizontalement. Alors en fait, si on cherche à interpréter pourquoi, dans cet exemple, en fait, on considérait on appliquait d'abord une composante verticale et ensuite on appliquait la composante latérale. Alors en fait, si j'applique la composante verticale, j'utilise déjà la résistance au cisaillement. Quand ensuite je viens appliquer la composante horizontale, la résistance au cisaillement, je l'ai complètement épuisée. Donc il n'y a plus de capacité de frottement pour mobiliser, développer un effort en tête d'inclusion. Donc ça, c'est, je pense, des points qu'il faut peut-être préciser. Alors les chargements variables, on a vu des exemples sur les éoliennes. Antea disait qu'il y a 25% des éoliennes en 2013 qui étaient fondées sur inclusion. Il y a les chargements qui sont variables dans l'espace. J'ai abordé ce problème de circulation. Les chargements cycliques liés à la révision de l'aléa sismique en France. Alors là, je présente un projet, le projet ICEDA, mené par EDF. C'est une installation de classement d'entreposage de déchets activés. Donc c'est quand même soumis à un ouvrage de sûreté, donc soumis à des contraintes assez sévères du point de vue du dimensionnement. Et en fait, ça a quand même été justifié par rapport aussi également à ces problèmes sismiques. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, si on regarde quelques points sur ces chargements variables, ça, c'est une route expérimentale aux Pays-Bas qui s'appelle la route de Kyoto. Alors, c'était expérimental, on utilisait des pieux bois, ils étaient coiffés par un plot béton. On réutilisait des bouts de stations d'épuration traitées au ciment pour faire la chaussée. La chaussée fait 1,50 m. On met une géogrille à la base. On instrumente, il y a des capteurs au-dessus de la géogrille, en dessous de la géogrille, ce qui fait que par différence, on voit apparaître le transfert qui est fait au-dessus de la géogrille, le transfert qui est fait par l'effet membrane, et puis le reste, c'est la charge qui arrive au sol. Alors si on regarde cette route, elle dessert un entrepôt. L'entrepôt, il est ouvert pour la semaine. La route est circulée par des camions assez lourds. Alors en fait, si on regarde, on voit que c'est un peu... toutes les courbes que l'on a sont un peu dentelées. Si on fait un zoom, ce que l'on voit, c'est que le report de charge, en fait, il se dégrade tous les jours quand le trafic commence. Et puis, il se reconstitue pendant les week-ends. Et puis là, il y avait la période de Noël. Il s'est largement reconstitué pendant la période où il n'y avait plus de trafic de camions. Donc, alors, dans ce cas-là, l'effet peut être lié au fait que ce matériau, il a été traité, il y avait un peu de ciment dedans. Mais on a aussi un effet semblable qui avait été vu dans la thèse de Oumu Roquier, donc Aziri, les 7 plateaux mobiles. On simule par le plateau mobile le tassement sous un matelas. Et puis, donc on peut le faire de manière uniforme. Et puis, on peut procéder par palier. Donc, c'est ce qui a été fait. On fait un premier palier où on a provoqué un tassement. Et au-dessus du matelas, on va appliquer des charges de chargement-déchargement. Ce que l'on voit, donc là, vous avez l'efficacité.
ben, les cycles charge-décharge dégradent l'efficacité. Par contre, si je recrée du tassement, je retrouve de l'efficacité que je repère si je refais des cycles. La superposition vous montre que l'effet des cycles dégrade, mais il suffit de faire un nouveau tassement plus grand que celui qui a été subi précédemment et on retrouve la courbe monotone. Donc ça, c'est quand même des phénomènes qui doivent être analysés. Alors ensuite, les chargements, réponses temporelles, les chargements dynamiques. Sur ce projet ICEDA, il y a eu 2 plots d'essai qui ont été faits, des dalles 11 mètres par 11 mètres, 1,20 m d'épaisseur, sur lesquels on a un système de balourd qui permet d'appliquer des sollicitations cycliques verticales ou horizontales sur une gamme de fréquences, donc on explore la réponse. Alors, quand on applique des sollicitations cycliques horizontales, il n'y a pas de différence entre les 2 plots. Celui sous inclusion, avec inclusion, celui sans inclusion, ils ont la même réponse. Si on crée des sollicitations verticales, il y a une réponse. Là, vous avez les fonctions de transfert qui sont établies. Sans inclusion, il y a un pic. Avec inclusion, on a amélioré, le pic a disparu. Alors, l'objet de ces résultats, qui avait été repris aussi dans la thèse d'Humour, c'est d'une part de montrer, vous voyez qu'il y a 3 courbes, parce qu'il y a 3 points, donc même la dalle d'1,20 m, la rigidité propre intervient. Autre point à noter, c'est qu'il y a les valeurs expérimentales, il y a les valeurs numériques. Vous voyez qu'on a été capable de simuler correctement le comportement, que ce soit avec inclusion rigide ou sans inclusion rigide. Alors, sur ces aspects cycliques ou dynamiques, il y a quelque chose, alors ça c'est purement numérique, ça a été fait par les Chinois, un article de 2013, ils ont simulé une voie ferrée sur des inclusions rigides dans un contexte type avec un sol compressible, et ils comparent la réponse obtenue dans le modèle avec un taux de traitement qui est sans doute très important. Dans le modèle, ils tiennent bien compte de la dégradation du module avec la distorsion. Alors, dans le cas, quand il n'y a pas d'inclusion, vous avez cette réponse. Donc, ce que l'on fait apparaître, c'est qu'il y a une amplification dynamique. Et cette amplification, ce premier pic, il est lié, la vitesse du train, c'est 20 mètres par seconde. Ça correspond à la vitesse de propagation des ondes de relais dans la couche compressible. Quand je regarde la solution où j'ai traité la couche compressible, j'ai mis des inclusions rigides, je fais disparaître ce premier pic. On voit apparaître le deuxième pic d'amplification. À ce moment-là, il a à 60 mètres secondes, c'est la vitesse des ondes de relais dans ce qui n'a pas été traité, c'est-à-dire dans le remblai. Donc effectivement, on voit que l'utilisation sous des voies ferroviaires, on doit quand même être conscient de ces problèmes et pouvoir les anticiper. Alors, sollicitation sismique, ça c'est un exemple d'un réservoir LNG en construction, 90 mètres de diamètre. L'analyse s'est faite, l'interaction sol-structure s'est faite par la méthode des sous-structures. Donc on décompose, on regarde d'abord l'interaction cinématique, on regarde la réponse du sol en champ libre, à partir d'accélérogrammes qui avaient été développés compatibles avec les spectres. Cette réponse nous donne le profil G en fonction de cisaillement horizontal, compatible avec les distorsions. Ça nous donne le spectre de réponse en surface. Ça donne aussi la déformée dans le mode fondamental. On complète par l'interaction inertielle. Alors là, l'interaction inertielle, c'est pour ça que je le présente, c'est que la réponse de la cellule, elle a été faite avec un modèle très simple, le modèle analytique. La seule chose, effectivement, peut-être pour rejoindre la question qui était posée, c'est que les lois TZ dont on a besoin, il faut s'assurer qu'elles soient compatibles avec ce que l'on connaît de la variation du module G avec la distorsion. C'est ce qui a été fait. De ce modèle, on établit des modules équivalents de cisaillement dans un plan vertical. L'impédance verticale, elle est calculée avec ce module, mais l'impédance horizontale, elle va être calculée avec le module non renforcé, celui qui a été établi là. Ces impédances sont transmises au modèle de structure qui va redonner des efforts. Et donc ces efforts, ils vont être injectés dans un modèle du sol, mais simplement cette fois c'est un modèle homogénéisé et qui a un caractère anisotrope puisqu'on va différencier le module de cisaillement dans un plan vertical et le module de cisaillement dans un plan horizontal. Donc ça, on va établir dans ce modèle la déformée liée à l'inertie, et en fait on va combiner les sollicitations obtenues par l'une et par l'autre en fonction de la position des fréquences propres du sol et de l'ouvrage.
Alors là, avec ces idées-là en tête, comment on envisage le projet Aziri Plus? Des expérimentations vraie grandeur, l'expérience a montré que c'était très difficile de trouver des sites compressibles, homogènes et qui soient reconnus dans leurs détails. Et par contre, là, l'idée, on voit que ce à quoi on souhaite s'intéresser, c'est concentré dans le matelas. Donc on propose de reprendre les expérimentations comme elles ont été faites à l'Université de Virginie. C'est une grande cuve en béton qui fait 16 mètres, 8 mètres de large. Dans cette cuve, on place des cylindres béton. Autour des cylindres béton, on met des blocs de polystyrène. On crée donc une surface, tout est de niveau au niveau supérieur de la cuve. Sur cette surface, je peux mettre un matelas. Alors bien sûr, je mets de l'instrumentation, je mets des capteurs d'effort, je peux mettre des systèmes pour mesurer les déplacements dessous. Et je peux monter aussi un remblai. Et en fait, l'idée, c'est, une fois que tout est en place, on va simuler le tassement à la base du matelas en dissolvant le polystyrène avec du citron, enfin de l'acide citrique, c'est donc naturel, donc il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Avec cette méthode, on va étudier, pouvoir comparer, par exemple, l'utilisation d'une nappe géosynthétique biaxiale ou la comparer avec deux nappes géogrilles monoaxiales qui seront croisées. Donc vous voyez que là, on a des fibres optiques qui permettent d'accéder aux déformations, et ce système va permettre de mesurer observer la surface, mesurer la surface du matelas par mesure laser. On peut étudier alors, un phénomène, quelque chose qui est important. Les bandes de géosynthétique, c'est livré par bandes qui font 5 mètres. Donc vous devez assurer une continuité entre les bandes. D'un autre côté, les tractions ne sont pas uniformes dans les bandes, elles sont maximales aux droites des inclusions. Donc pour assurer la continuité, on doit tabler sur des efforts de frottement entre les laits. Donc ici, on va se proposer d'observer un recouvrement sur une file d'inclusion, c'est celui qui normalement on doit recommander, et puis avec un recouvrement qui est fait en dehors des zones d'inclusion. Zone en talus, on se propose aussi de faire un talus pour pouvoir comparer les dispositifs d'ancrage des nappes, mais aussi est-ce qu'il y a la différence entre si les inclusions sont en fil ou en quinconce. Le but, ça va être aussi d'affiner notre connaissance des lois G de Z avec des inclusions. On va pouvoir appliquer ça à des matériaux traités. On va, intégrer ou non la plateforme de travail dans le matelas de répartition, je n'y attarde pas. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est envisagé. Alors là, c'est dans une cuve qui fait quand même 5 mètres sur 8 mètres, 1 mètre 80 à l'INSA, mais dans laquelle on va reproduire un peu le même système d'inclusion avec le sol, qui peut être un sol analogique ou du polystyrène. L'idée, c'est ici d'utiliser un simulateur de trafic, donc qui est capable d'appliquer la charge d'un essieu, de faire des cycles. On peut aller jusqu'à 10 000 cycles, des vitesses entre 7 et 10 km/h. La longueur d'application, c'est 2 mètres, donc on peut simuler une circulation entre les inclusions sur les fils d'inclusion, et le même dispositif, on peut appliquer des efforts ponctuels qui pourront être cycliques, et on pourra comparer l'effet de charge roulante ou l'effet de charge cyclique. Alors sur les matelas, on envisage pour des semelles de faire un dispositif qui permette d'avoir des semelles avec différentes épaisseurs de matelas. Donc là, il n'y a pas de matelas, 5 cm, 50 cm, et un dispositif de réaction et de chargement pour faire des chargements verticaux, inclinés, voire horizontaux. Alors, bien sûr, les éoliennes, on en a déjà parlé. Il y a un projet qui est un peu développé en parallèle, un projet FEDRE. Donc, vous avez les partenaires qui sont en cadre actuellement d'une procédure FUI. L'idée, alors c'est en cours d'examen, donc on espère que ça aboutira. L'idée, c'est d'instrumenter une éolienne pour la suivre pendant 1 an, de manière à faciliter les décisions de suivi de la structure, quand est-ce qu'il faut réparer, etc. Donc si le projet est abouti, effectivement, il est envisagé que les données collectées pourront être données au projet Aziri Plus à titre d'apport en nature. En centrifugeuse, on a déjà utilisé le dispositif de plateau mobile. Ça a été étudié par Oumour, y compris pour les matelas traités au liant. Ça a aussi été étudié pour des géogrilles avec le test de Romain Giroux. Mais on va aussi utiliser la centrifugeuse pour pouvoir appliquer des charges cycliques sur notre massif d'inclusion, mais aussi piloter
la composante verticale et la composante horizontale. On voit bien que ça a une influence l'ordre dans lequel on aboutit à un chargement donné. Et puis, chose qu'on peut difficilement faire autrement, c'est simuler des séismes. Il y a un simulateur de séisme qui fonctionne. On peut appliquer des sollicitations cycliques, mais aussi on peut appliquer des accélérogrammes. Donc, ce qui peut donner la capacité de séparer vraiment un problème d'interaction cinématique ou un problème d'interaction inertielle, et de combiner les deux et voir est-ce qu'on réussit à reconstituer tout ça. Alors la modélisation numérique, elle va accompagner toutes ces expérimentations. Il s'agit de se caler sur les mesures, faire des études paramétriques, ça sera plus facile, accéder à des valeurs non mesurées, et donc on envisage d'utiliser des éléments discrets. Ça a donné beaucoup de résultats dans le premier ASIRI. Et puis les méthodes continues pour développer des lois de comportement appropriées. On pense aussi au développement de macro-éléments. Bon, le but, c'est d'arriver à des méthodes de dimensionnement. Donc le transfert vers l'ingénierie, ce qui concerne le matelas, où il y a deux aspects. La prise en compte de nappes de renforcement, comment les introduire dans un modèle analytique simple. Les effets de bord, comment aussi on peut les intégrer dans un modèle analytique. Ça, c'est déjà... c'est déjà avancé. Les sollicitations complexes, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ASIRI, il y avait des modèles MH3, MV2, MV3, MH2, MH3, qui ont été proposés, mais qui n'ont pas été validés. En fait, il n'y avait pas d'expérimentation. Donc là, on va valider ces modèles. On se donne comme règle. On peut imaginer de définir des règles forfaitaires pour prise en compte des cycles, un peu pour compléter tout le travail qui a été fait dans SOLCIP. Pour les sollicitations sismiques, si on procède avec une approche pseudostatique, il y a quand même à savoir quelle accélération de référence je prends pour le dimensionnement des inclusions. Et puis les approches temporelles ou fréquentielles, bon, j'ai montré les problèmes de combinaison entre l'approche, l'étude d'interaction cinématique et l'étude d'interaction inertielle. Donc, au terme, on doit pouvoir peut-être actualiser, évaluer les règles actuelles AFPS. Donc le projet, il est en phase de faisabilité. On fait à la fois l'étude de faisabilité qui consiste à faire un état de l'art et puis à monter le programme. C'est en phase de finalisation. Ce qui nous a été demandé, c'est de mettre l'accent sur les aspects environnementaux, analyse du cycle de vie. Donc a priori, partenariat, tous les partenaires qui ont travaillé à ASIRI, qui ont assuré le succès d'ASIRI, on espère, on souhaite ardemment qu'ils reviennent. Je pense que tous, maintenant, ils maîtrisent bien la technique, les méthodes à mettre en œuvre. Donc déjà, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Les partenaires académiques, ils ont aussi développé leurs propres compétences, et on peut encore s'appuyer dessus. Mais comme les sujets sont un peu élargis, on va faire appel aussi aux gens qui sont dans le domaine du renforcement des géosynthétiques, ceux qui sont dans le domaine des éoliennes. Donc on a déjà un certain nombre de personnes qui ont confirmé leur engagement, et puis tout ça, ça devrait nous aider à financer plusieurs thèses CIFRE. Projet ASIRI, il y en avait eu 9, donc là, et c'était relativement uniforme. Là, en fait, on a des sujets qui sont un peu plus moins groupés. Il y a différentes pistes, donc je pense que le travail est tout aussi important. Voilà, merci. Merci Bruno. Le projet national ASIRI Plus s'annonce très prometteur. On a le temps pour quelques questions. J'ai une question, mais elle porte moins sur ASIRI Plus que sur l'autre aspect qui avait été abordé lors du REX. À savoir, il y avait un consensus sur quelques corrections à apporter à ASIRI. On avait dit qu'un amendement permettrait d'afficher rapidement ce consensus. Voilà. J'aimerais savoir où on en est. Comme le consensus, il est acquis, le seul problème, c'est que c'est le canal par lequel on exprime ce consensus. Donc la solution, compte tenu des réponses qui ont été faites, ça sera dès l'ouverture du projet ASIRI+, c'est d'éditer ce complément pour préciser d'emblée ce qui était à préciser dans ASIRI. Voilà. Donc en fait, on attend d'être labellisé projet pour pouvoir, un des premiers travaux, c'est diffuser ce sur quoi on est d'accord sur ce problème. C'est essentiellement le nombre d'essais
et puis aussi la manière de vérifier les contraintes dans les sections de béton. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, donc ça a peut-être échappé dans la présentation, l'interaction entre les inclusions, c'est pas un aspect qui va être regardé en fait. Parce que quand on voit les espacements, les quelques espacements que vous avez montrés, chaque inclusion est assez éloignée de l'autre. Donc il n'y a pas. Est-ce qu'on a des cas, enfin, effectivement, où on reste dans les taux de recouvrement qui sont mis en œuvre, hein, les expérimentations. Sur les graphiques, c'est juste schématique. Oui, d'accord, non, tout à fait. Mais ensuite, on peut considérer quand même que l'aspect sur la hauteur du sol compressible, c'est relativement, ça a été bien couvert, je dirais, enfin, par Aziri. Donc, moi, on considère qu'il y a plus d'interrogations sur ce qui se passe dans le matelas. Donc, c'est pour ça, enfin, par rapport à votre question. Non, je vois, pour moi, si elles sont plus rapprochées ou plus éloignées, il y aura peut-être un effet un peu différent. C'est ça, je veux dire. Donc. Oui, mais en fait, le but, c'est quand même de prendre les dispositions qui sont couramment mises en œuvre, et c'est ça ce qu'on cherche à comprendre. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, il n'y a pas trop d'interrogations sur le frottement négatif, la manière de le caractériser. Par contre, comment caractériser le matelas, comment utiliser d'autres types de matériaux, voilà. Merci. D'autres questions? Non. Très bien. Merci beaucoup. Merci.